Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Bijoux Anciens. Nous sommes en compagnie de Geoffrey Riondet. Bonjour Guilhem, merci à toi. Bonjour à tous également. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Bonne écoute. Après la chute de l'Empire, les Bourbons reviennent au pouvoir avec le comte de Provence, qui règne sous le nom de Louis XVIII de 1815 à 1824, puis le comte d'Artois, connu sous le nom de Charles X, de 1824 à 1830. Ces deux rois cherchent à rétablir la société de l'Ancien Régime dans une France qui connaît alors d'importantes difficultés économiques après les campagnes napoléoniennes. En 1830, la Révolution de Juillet renverse Charles X. La monarchie constitutionnelle est conservée au prix d'un changement de dynastie. Louis-Philippe Ier est proclamé roi des Français. Son règne se caractérise par le développement et l'enrichissement rapide de la bourgeoisie financière et manufacturière. Sa vie paisible aux Tuileries reflète les aspirations de la bourgeoisie de son époque. Toutefois, la crise économique frappe le pays à partir de 1846, puis la révolution de 1848 entrave la création. Le romantisme, apparu à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne, en Angleterre et en France, perdure jusqu'au Second Empire. La nostalgie influence grandement la bijouterie. Alors, le journal Le Petit Courrier des Dames, on est en 1828, relève que les coiffures surchargées de 1000 ornements divers offraient dans leur ensemble comme un muséum réunissant tous les bijoux que l'art et la coquetterie ont pu inventer depuis bien des années. Si l'Antiquité est toujours la source d'inspiration, surtout jusqu'en 1820, le Moyen-Âge idéalisé donne naissance au style néo-gothique ou cathédrale. Les succès de plusieurs romans, on pense naturellement à Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui est publié en 1838, vont populariser le goût médiéval. Le bijoutier François-Désiré Froment-Meurice a largement contribué à ce courant. Victor Hugo lui dédie d'ailleurs un poème en 1841 dans les Contemplations. Parallèlement, le style néo-renaissance se développe lentement. Certains joailliers puisent leur inspiration dans les rares bijoux du XVe et XVIe siècle qui sont conservés au Louvre ou encore au cabinet des médailles. D'autres s'inspirent de tableaux, comme la Belle Ferronnière de Léonard de Vinci, qui représente une femme de profil avec un ornement de tête. Ce bijou, souvent composé d'une chaîne et d'un motif en or, d'une pierre ou d'une perle tombant sur le front, est très en vogue dès 1820. Comme à la Renaissance, les bijoux comportent alors des camées et des perles, souvent baroques, montées en pendeloque ou encore en pampille. La cour lance cette mode, suivie par une large clientèle bourgeoise. Ces bijoux connaissent un grand succès sous la monarchie de Juillet avec un renouveau lors du Second Empire. À partir de 1820, les motifs naturalistes dans la tradition du XVIIIe siècle réapparaissent progressivement. Il s'agit de bijoux à sujet animalier, notamment les oiseaux ou floraux. Les fleurs sont ainsi traitées avec d'innombrables variations et parsèmes, décolletés, coiffures, corsages ou encore ceintures. En 1820, à l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux, la duchesse de Berry reçoit un grand bouquet de fleurs noué d'un ruban exécuté par la maison Babst. Ce thème connaît un véritable essor de 1820 à 1860. Afin d'accentuer l'effet de réalité, certains motifs, comme les fleurs ou les insectes, sont montés sur un ressort pour trembler à chaque mouvement. L'exotisme apparaît également comme une source d'inspiration importante. La conquête de l'Algérie en 1830 donne naissance aux bijoux mauresques. En 1830, la revue des modes de Paris souligne cette tendance. Je cite, « La prise d'Alger n'occupe pas seulement les salons, elle agite tous les magasins. Il se fait des boucles d'oreilles en forme de croissant et des parures appelées algériennes. » L'installation de l'obélisque de Luxor sur la place de la Concorde à Paris en 1836 relance la mode de l'Égypte, déjà mise au goût du jour lors de la campagne de 1798. Les scarabées y croiseront les hiéroglyphes pendant tout le XIXe siècle. Les bijoux ne sont pas seulement l'apanage de la féminité. Le dandysme, né à Londres au début du XIXe siècle, se répand à Paris à partir de 1825. Ces adeptes font de leur toilette leur principale préoccupation.